Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Roland Montagne, directeur Business Unit à l'IDAT. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui pour parler des entreprises et l'impact de cette crise du Covid, notamment sur les entreprises. J'ai la chance d'être bien entouré aujourd'hui par trois panélistes, avec Eric Courned, donc, qui est consultant avant-vente chez SFR Business. Bienvenue Eric. Bonjour. Au milieu, Eric Bergon, qui est ingénieur commercial chez LinkedIn. Au milieu, c'est bon. Ah pardon. C'est pas grave. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors, ok, Benoît Verduron, le responsable Verduron, de développement commercial de FIP31. Benoît Verduron, pardon. Et enfin, le deuxième Eric, Eric Bergon, qui est ingénieur commercial chez LinkedIn. Alors, comme je vous le disais, le thème ici, c'est d'abord l'impact de la crise sanitaire. On sait que cette crise sanitaire a poussé le télétravail en masse. On n'avait pas le choix que de pousser ce télétravail. On l'a vu dans les chiffres d'adoption de l'accès très haut débit, notamment de la fibre optique. À l'IDAT, nous, on a mesuré nos prévisions avant la crise du Covid et après la crise du Covid. Et en termes d'adoption, il va y avoir une croissance en plus l'année prochaine de l'ordre en Europe de 2,5% et en 2021 plus de 10% en plus de croissance. Ça démontre bien qu'on est aujourd'hui sur une adoption massive de la fibre qui est aujourd'hui la solution pour faire un télétravail de qualité. Alors, il y a le côté résidentiel, mais bien sûr, il y a le côté entreprise. Cette crise a été subite, donc pas mal d'entreprises et de PME notamment se trouvaient un peu dépourvues pour mettre en place le télétravail, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une connexion côté employé à la maison, mais aussi il y a évidemment un équipement idoine qui doit être mis en place du côté de l'entreprise. Donc on voit bien que ça pose un tas de questions sur la vitesse de la transformation digitale de ces entreprises aujourd'hui, comment les offres vers les entreprises vont évoluer pour répondre à cette digitalisation. Donc on va tourner, je pense, autour de ces thèmes lors de cette table ronde. Alors, je voudrais commencer par Benoît. Alors, on a aujourd'hui la fibre 31, qui est le réseau neutre fibre optique de Haute-Garonne. C'est un réseau qui a pour ambition de couvrir 100% du territoire haut-garonnais à l'horizon 2022. Donc, première question, comment vous avez vécu un peu cette crise du Covid ? Comment, chez vos clients, fournisseurs d'accès Internet et surtout ceux qui sont orientés business, je dirais, entreprise, quelle a été un peu l'évolution de la demande pendant cette crise? Et est-ce que vous pouvez un peu nous mettre à jour sur les offres que vous avez aujourd'hui sur le marché des entreprises? Alors, du coup, à date, c'est bien de faire un point quand même sur un peu l'état du déploiement du réseau. Bien sûr, on peut commencer par là. Et quand Roland, vous disiez, voilà, 100% du territoire haut-garonnais, on va apporter une petite précision qui est importante, qui est qu'il faut exclure Toulouse Métropole, puisqu'on est dans le cadre d'un réseau d'initiative publique pour les zones moyennement denses, dans le lexique de l'ARCEP, et que pour le coup, la zone très dense qui est Toulouse Métropole est déjà déployée par les opérateurs privés et qui est donc en dehors de notre projet. Il reste quand même pas mal de monde à fibrer sur le projet, puisque on est sur une volumétrie d'à peu près 550 communes pour 300 000 prises, toutes cibles confondues, grand public, entreprises et bâtiments publics. À date, on est à peu près à 30 000 prises commercialisables, tout confondu, sur une volumétrie globale qui est de 300 000, comme je l'ai dit, et on est dans une phase ascendante exponentielle, puisque la volumétrie attendue dans les mois qui viennent est de presque 100 000. Et que nous sommes en mode industrialisation du déploiement pour accélérer en tout cas le mouvement du déploiement. Du coup, pour revenir à la crise du Covid, clairement, on a vu monter en flèche effectivement
les demandes d'éligibilité, puisque en fait c'était essentiellement ça côté pro, mais aussi grand public, mais on va se concentrer sur le professionnel, et que clairement face à la montée en flèche du télétravail et des besoins, comme vous l'avez très bien dit, des deux côtés, puisque effectivement quand un collaborateur est chez lui, il y a une exigence chez lui, mais il y a aussi une exigence quand les collaborateurs sont nombreux, côté entreprise, de dimensionner les éléments. Donc cette demande d'éligibilité, elle a explosé effectivement. Alors malheureusement aujourd'hui avec une majorité de réponses négatives, puisque le réseau dans la plupart du territoire n'est pas encore déployé, mais ça laisse augurer qu'effectivement il se passe beaucoup de choses, que bon, le besoin était prégnant avant la crise, que pour autant la crise sanitaire a été vraiment un accélérateur extrêmement important, puisque en fait, toutes les organisations ont pris conscience que voilà, sans réseau, ça devenait très compliqué. Et que du coup, voilà. Donc nous, on a surtout vu voilà, une volumétrie. Après, sur la qualification des besoins, on n'est pas à notre niveau encore assez avancé pour détailler ces choses-là. Pour autant, on a effectivement des offres, entre guillemets, pour toutes les problématiques. Parce que quand on parle de professionnels, on s'adresse à tous les professionnels, de l'entreprise unipersonnelle ou du travailleur indépendant jusqu'à l'entreprise de plusieurs milliers de salariés, voilà, avec des offres spécifiques, de fibres dédiées plutôt pour des besoins dimensionnés, ou des fibres mutualisées avec la technologie FTTH qui est d'abord pour le grand public, mais qui est aussi avec des offres professionnelles et qui permettent globalement, si je devais retenir en fait une caractéristique qui a manqué aux demandeurs de fibres, c'est effectivement le besoin en bande passante, pour faire simple. C'est-à-dire qu'effectivement, la techno ADSL largement répandue ne suffisait pas dans beaucoup de territoires, puisque dès qu'on part en Haute-Garonne, dès qu'on sort de Toulouse Métropole, on arrive très vite dans des territoires très ruraux, avec un réseau cuivre qui est voilà, en difficulté. C'est ça, qui a ses limites, exactement. Très bien, merci Benoît. Alors si je regarde du côté de Linkt, Eric, donc Linkt est une filiale d'Altitude, hein, qui est un opérateur bien connu des déploiements RIP en France, mais qui, à travers Linkt, est un opérateur pour les entreprises et les collectivités. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail la société, votre présence en Occitanie et ailleurs en France, et là aussi avoir un retour de comment vos entreprises clientes ont vécu cette crise? Alors je vais repartir un petit peu du début sur la présentation du groupe. Le groupe Altitude est un groupe de 1000 personnes qui pèse 225 millions d'euros sur le territoire national. C'est un opérateur d'infrastructure à 90% de son activité. 10% de son activité, c'est la vente de services d'accès au niveau des opérateurs B2B dans le monde de l'entreprise. Et c'est là où Linkt intervient. Nous sommes aujourd'hui 400 personnes sur le territoire national. Nous avons une vingtaine d'agences et un backbone à très très haut débit sur l'ensemble du territoire qui est doublement sécurisé au niveau des accès. Nous avons donc 20 agences. La business unit du Sud-Ouest, Occitanie, a été créée depuis peu, puisque nos compères du Nord sont bien en avance sur nous au niveau de l'activité commerciale, j'irais plus à dire au niveau de l'entreprise. Donc nous sommes une équipe de 10 personnes, éclatées sur Toulouse et Bordeaux, de manière d'ailleurs tout à fait partielle, 5 personnes d'un côté, 5 personnes de l'autre. Nous portons un marché à 3 niveaux, le marché de la PME, petite et moyenne entreprise, le marché des grandes entreprises privées et le marché des collectivités. Et nous nous appuyons pour porter nos offres de services sur l'ensemble des opérateurs d'infrastructures tels que Altitude, SFR ou d'autres. Donc nous sommes confrontés effectivement à aller voir des entreprises et parler de leur réseau, de leur architecture, de leur façon de travailler, des accès nomades, du télétravail. Et nous sommes aperçus effectivement que, d'une part, pour parler un peu du territoire, beaucoup d'entreprises d'une certaine taille sont multisites, avec des sièges qui sont centralisés dans des zones denses sur lesquelles Orange SFR opère, mais aussi beaucoup de sites distants sont dans des zones rurales et on se trouve confronté à devoir faire avec,
c'est-à-dire mettre en place des architectures plus ou moins hybrides, à ne pas pouvoir mettre des offres de services totalement dans le cloud, parce que la fibre n'est pas présente partout. Et c'est une bonne nouvelle que Fibre 31 soit là pour désenclaver un petit peu le territoire de la Haute-Garonne. Ça va nous permettre d'être plus pertinents, comme nos confrères d'ailleurs opérateurs, sur des offres de services adaptés. Et puis finalement, avec aussi l'arrêt du numérisme en 2023-2024, de pouvoir proposer des services totalement IP qui seront totalement possibles de mettre dans le cloud. Voilà. Je voulais simplement rajouter sur la partie Linked que nous opérons sur 3 services à valeur ajoutée. La voix, alors ça va de l'accès IP aux entreprises, quelles qu'elles soient, jusqu'à une possibilité d'hébergement total Centrex. D'accord. La deuxième offre qui nous tient à cœur, c'est l'accès Internet haut débit, puisqu'on sait que l'applicatif d'entreprise, je parle de Microsoft Teams, de choses comme ça, est de plus en plus utilisé dans le monde de l'entreprise. Et bien pour ce faire, il faudra quand même donner la possibilité aux entreprises d'avoir des accès haut débit et très haut débit pour pouvoir gérer la demande sur ces sujets-là. Et puis aussi, on a une offre qui est assez pertinente, qui est l'offre VPN, qui va nous permettre donc d'interconnecter sur un réseau WAN qui permet de faire d'une entreprise multisite une entreprise d'un site, et qui permettra de pouvoir effectivement concentrer les flux et pouvoir donner beaucoup plus de réactivité et de souplesse aux entreprises. Alors, on a constaté récemment par rapport à tout ça, par rapport à ce marché-là, que effectivement, quand on a mis tout le monde en télétravail à la maison, on s'est aperçu que très peu d'entreprises étaient préparées à ça, puisqu'elles avaient dimensionné leur accès Internet à 10% d'accès nomade. Et quand vous avez 90% du personnel qui est à la maison, c'est compliqué de faire communiquer les gens. On s'est aperçu aussi que le cloud privé, le cloud public, on parle de multi-cloud aujourd'hui, permettait aussi de résorber ce problème, mais ça passe aussi par la fibre FTTH à la maison. Et tout le monde n'habite pas au centre-ville de Toulouse, hein, voilà. Donc il est bien évident que les bonnes nouvelles concernant l'aménagement du territoire au niveau du haut débit vont permettre aux acteurs opérateurs comme nous de pouvoir être pertinents sur des offres et de pouvoir proposer du haut débit partout en France. Et donc pour conclure, je dirais qu'on est tous acteurs un petit peu aussi dans nos démarches au niveau des entreprises pour évangéliser les solutions techniques, mais aussi les solutions d'accès, voilà, et qu'on y travaille tous au quotidien avec nos partenaires et concurrents aussi. Merci Eric pour ce premier témoignage. Donc, je voudrais passer la parole maintenant à l'autre Eric Courdened. SFR Business est un opérateur bien connu, entreprise chez SFR. Donc un peu pareil, comment vous, chez SFR Business, vous avez vécu cette crise? Est-ce que vous voyez la demande des entreprises qui évolue, et comment répondre à cette digitalisation forcée un peu des entreprises? En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, aucune société était vraiment prête dans cette situation de crise sanitaire. Et en gros, il y a un sujet quand même qui n'était pas très ouvert en France, c'était le télétravail. Donc les sociétés se trouvaient dans une situation un peu critique pour essayer d'assurer une continuité de service à leurs propres clients et à leurs partenaires. Donc ce que a fait SFR pendant le confinement, on a proposé des solutions de téléphonie pour que nos partenaires et nos clients gardent toujours leur relation client. Aussi, on a fait ce que expliquait mon collègue Eric, c'est de fournir de la bande passante upgradée, parce que les bandes passantes Internet n'étaient pas prévues pour ces besoins-là. Et il y a un autre sujet qui est arrivé en parallèle, c'est qu'on déporte la connexion des salariés à la maison. Donc ça a amené toute la problématique de la sécurité. Donc c'est-à-dire que tout l'environnement du poste de travail a été un sujet, comment sécuriser mon accès pour accéder à mes données. Donc suite à ce confinement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les entreprises nous appellent. Avant, on ne parlait que des plans de connectivité
plan de continuité d'activité, c'est-à-dire que si mon site central n'avait plus, ne pouvait pas y accéder, comment je pouvais répliquer mes données. Maintenant, les entreprises qui nous demandent, c'est un plan de continuité pour les salariés. Donc, c'est ce qui... Donc, on accompagne les entreprises dans la transformation digitale. En gros, c'est que les entreprises s'aperçoivent qu'elles avaient des solutions hyper sécurisées, mais hyper pendulaires. Donc, si ils étaient raccordés à un réseau opérateur, quel que soit l'opérateur, mais la problématique qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient limités à la bande passante. Donc, de plus en plus d'entreprises, dans la transformation digitale, se posent la question, est-ce que je ne migrerai pas mes applications dans le cloud? Et l'avantage de cette solution, quelle que soit la situation, crise sanitaire, incendie, chaque salarié pourra accéder à sa ressource à n'importe quel endroit du territoire. Mais ça peut se faire qu'avec du très haut débit. Donc là, c'est-à-dire que le très haut débit, c'est-à-dire si on fait du télétravail, la DSL, c'est un réseau qui est obsolète, c'est dû à son ancienneté. Donc c'est mettre des accès FTTH et on s'est aperçu que dans le télétravail, il n'y a pas que les gens qui travaillent pour leur société, il y a tout ce qui est éducatif aussi. Donc il faut des débits qui soient hyper importants pour donner accès aux applications et aux autres besoins du foyer. Après, donc ce qui est arrivé, c'est aussi les clients, ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'ils ont perdu toute leur gestion de la relation client. Avant, ils arrivaient, toute leur communication arrivait à un point centralisé. Et comme les gens se retrouvaient chez eux, ils ne récupéraient plus leur environnement de travail. Donc, ce qui a eu un besoin d'explosion, c'est le travail collaboratif. Donc, il faut amener des solutions collaboratives pour répondre à ce besoin-là. Donc, sur le confinement, l'opérateur SFR s'appuie sur diverses offres. Donc, la première offre, quand même, c'est on accède à la ressource de l'entreprise à n'importe quel endroit du territoire, donc il faut amener de la sécurité, amener des solutions de relations clients. Je prends un exemple comme les centres d'appel, avec les cas Covid, les cas contacts. Les gens se retrouvent en arrêt de travail, mais si on peut déporter leur environnement chez eux via des solutions dans le cloud, le salarié récupère son environnement comme s'il était à l'entreprise. Donc, SFR a trois axes de développement. C'est le réseau mobile, la 4G et la 5G. Le déploiement d'infrastructures fibre. Donc, dans les zones très denses, SFR déploie sa propre fibre, mais dans les départements s'appuie sur les délégations de services publics comme Fibre 31. Et le troisième axe, c'est de fournir des offres de services. Donc, des offres de services, on va dire, de télécommunications, qui va de l'accès Internet à du VPN, à la communication unifiée. Et après, on va plus sur des briques de services. La sécurité devient un enjeu stratégique pour les entreprises. Il faut savoir que le piratage sur Internet rapporte plus que le trafic de drogue. Donc, c'est compliqué. C'est un sujet que les entreprises demandent beaucoup d'expertise sur ce sujet-là. Aussi, on peut fournir des infrastructures sur les sites clients et amener des solutions de sécurité sur les terminaux. Parce qu'on accède à la ressource soit avec un PC, une tablette ou un mobile. Donc voilà où se positionne SFR après le confinement. Et on s'aperçoit que le confinement a accéléré ces besoins-là. Merci Eric pour ce témoignage. Je vais d'ailleurs, si on reprend le thème de la sécurité que vous avez bien souligné, est-ce que c'est aujourd'hui chez vous, Linked, ou chez vous, chez Fibre 31, un sujet de préoccupation de tous les jours? Est-ce que c'est une demande que vous sentez aussi venir des entreprises? Quand on parle de digitalisation, bien sûr, la sécurité est une des premières menaces. Est-ce que vous avez noué des partenariats avec des spécialistes de la sécurité pour être performants sur ce thème clé? Je vais vous répondre concrètement. Nous sommes un opérateur de service. Donc nous amenons du haut débit et du service opérateur. Donc nous sommes en train, et nous faisons, de nous associer avec des intégrateurs dont c'est la spécialité, pour pouvoir effectivement, chacun dans son domaine, porter une offre de service à haut débit sécurisée. Il est bien évident que, comme le disait mon collègue Eric Courned, le fait d'avoir plusieurs multiconnexions pour avoir accès à une donnée d'entreprise
et ou privés posent la question de la sécurité. Et la pose d'autant plus qu'il y a plusieurs types de connexions. Donc la meilleure des réponses reste quand même les solutions de cloud, puisque de toute façon, quand vous êtes en cloud, vous êtes dans un monde où l'opérateur a des normes de sécurité très strictes, et donc on a tendance à pousser des offres vers le cloud. Pour ce faire, encore une fois, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut pouvoir fournir aux entreprises du haut débit. Voilà. Donc, pour répondre à votre sujet, les intégrateurs sont des spécialistes au niveau de la sécurité. Nous, nous fournissons l'accès, et c'est la convergence de ces deux acteurs qui vont faire qu'on aura des solutions de sécurité pertinentes pour les entreprises, sachant que le cloud, aujourd'hui, est la meilleure des solutions pour les entreprises qui peuvent y avoir accès. Voilà. Alors, à notre niveau, en l'occurrence, opérateur d'infrastructure, effectivement, la sécurité, c'est la sécurité du réseau dans son fonctionnement et le fait d'assumer et d'assurer surtout une continuité du service d'accès et des débits. Alors surtout pour des entreprises qui ont pris des offres de fibres dédiées avec de la garantie de débit et de la sécurité par rapport aux pannes dans des histoires de temps d'intervention. Donc effectivement, nos offres vont dans ce sens et évidemment le réseau dans ses règles d'ingénierie télécom est bouclé, sécurisé pour que évidemment l'exigence soit respectée sur le fait que globalement il y ait une continuité du service et que quand malheureusement il y a un accident, il y a une panne, on puisse intervenir dans des délais très courts. Voilà. Merci. Un autre point, on a déjà largement parlé ici des offres sur le cloud. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises sont tentées de déporter leurs serveurs pour les installer sur le cloud et avoir des accès distants. Mais on voit aussi que le problème du temps de latence pour certaines applications est clé. Bon, on le voit très bien aujourd'hui avec la vidéo qui est décalée de plusieurs secondes. Donc ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, sur les applicatifs qui sont proposés à vos clients entreprises, pour vous aussi, ce problème du temps de latence est capital, et est-ce que vous avez des offres qui peuvent travailler sur un temps de latence un peu plus court avec des métiers spécifiques qui peuvent demander une telle exigence, je dirais, quoi. Donc nous, ce qu'on propose un type de solution, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que de toute façon, une entreprise a des multitudes d'applications qui sont hébergées un peu partout. Bon, si on prend le premier exemple, le mail, bon, celui qui domine le marché, c'est Office 365. Il y en a qui ont des CRM dans le cloud, il y en a qui ont des applications, des métiers chez eux. Nous, ce qu'on propose pour diminuer les temps de latence, c'est de fournir le meilleur chemin pour accéder à l'application. Donc, c'est-à-dire si un client a des applications dans ses data centers et des applications dans Internet, on propose des solutions, c'est-à-dire que l'utilisateur, le salarié, prend le chemin le plus court, c'est-à-dire que si les applications se trouvent sur Internet, il utilise un accès Internet pour accéder totalement aux applications cloud sur une connexion sécurisée. Et pour accéder à ces applications métiers, il s'appuie de son réseau privé. Et l'avantage de ce type de solution, c'est lorsqu'un des deux liens est HS, on peut basculer automatiquement le trafic sur l'autre lien, et ce qui permet d'amener un taux de disponibilité beaucoup plus important. Et d'être dans ce type de solution, ça veut dire que lorsqu'on se retrouve dans une situation de crise sanitaire, le salarié il prend son poste de travail, comme il peut déjà accéder à toutes ses applications via Internet, il pose son poste de travail sécurisé et il se connecte dans ses applications. Autant dans le cloud, autant sur les applications métiers. Mais l'avantage d'avoir des applications un peu dispersées un peu partout, ça répartit la charge. Mais après, les applications, celles qui sont... Pour avoir des applications sur Internet, il faut qu'elles soient développées pour qu'elles soient compatibles avec Internet. C'est comme la téléphonie, la visio, il faut utiliser des protocoles spécifiques. Donc ce qui a accéléré aussi ce phénomène de développement d'applications, mais vous regardez, je vais vous donner le premier sujet, quand on allait voir nos clients, tous les clients ils disaient on ne fait pas de la voix sur Internet. Le confinement, vous allez voir nos clients, ils n'en parlent plus. Tout le monde a fait du travail collaboratif, a fait des réunions à distance, a fait de la visio à distance, tout est sur Internet. Donc ça a quand même changé les mentalités et les usages.
les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à dispatcher leur application. Se dire que, je prends le cas d'une application qui est le mail, c'est de l'usage, donc aucun intérêt d'avoir un serveur mail chez soi. On met ça dans le cloud, on y accède de son mobile, de son portable, de sa tablette, de n'importe où. Pour compléter un petit peu ton discours, lorsqu'on parle de problèmes d'accès au réseau, de problèmes de latence, lorsqu'on parle de visioconférence, de voix sur IP ou d'accès à la messagerie Internet, c'est souvent aussi des configurations clients qui ne permettent pas, de par un manque d'accès au débit, à pouvoir proposer des solutions optimales, mais on a recours aussi quand même dans nos offres à des solutions de secours qui sont intéressantes. Je pense notamment au secours sur la 4G, sur les liens, qui permet en temps réel de pouvoir éviter la coupure chez le client et de donner tout de même du débit. Après, selon le type d'accès, vous avez des accès garantis, des accès non garantis sur lesquels, effectivement, il faut mettre telle ou telle application. Mais quand on regarde un petit peu nos partenaires, comme je pense surtout à Microsoft Teams, qui a beaucoup travaillé pendant cette période de Covid, on a eu sur les réseaux 4G, sur les réseaux Wi-Fi aussi, puisque par le biais de l'Internet et aussi de la DSL, quand même des qualités de conversation, de visioconférence où sincèrement, moi personnellement, je n'ai pas senti en mono-utilisateur de latence particulière. Ensuite, concernant par exemple la visioconférence, il est clair que pour des sièges qui sont équipés de salles de visioconférence, il va de soi d'avoir des accès symétriques qui permettent de garantir des débits montants et descendants sécurisés avec des taux de disponibilité à plus de 99%. Et cela étant, quand c'est bien dimensionné, tout doit bien se passer. Et ensuite, effectivement, vous avez les utilisateurs qui vont se connecter sur ces salles et qui vont pouvoir profiter d'une qualité de réunion image proche de ce qu'on peut voir à la télévision. Cela dit, faut-il aussi qu'ils puissent avoir accès au très haut débit? Faut-il aussi que ces entreprises-là aient les accès dimensionnés en fonction des utilisateurs? Il est clair que les utilisateurs d'avant le Covid étaient bien moins nombreux que d'après le Covid. Donc on a, nous, les opérateurs, un travail à faire d'évangélisation chez les entreprises pour pouvoir proposer des services à haut débit et aussi à moindre coût. On a oublié de dire aussi quand même que l'avènement de DSP, de désenclavage du territoire, aujourd'hui on a des débits de très très haut débit à 10-100 mégas qui sont au coût de liaison à 2 mégas il y a 4 ans. Donc je dirais il n'y a qu'à faut qu'on s'y mette, il faut aller voir les gens, il faut aller voir les entreprises, il faut aller voir les DSI, et il faut dimensionner avec eux les réseaux et essayer de pousser un maximum les offres dans le cloud. Pourquoi? Parce que de toute façon, en termes de sécurité, de rapidité, je vous donne un exemple concret. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont notoirement connues, dont je ne citerai pas le nom, mais qui aujourd'hui ont 1000 utilisateurs et n'avaient que 10% d'accès au télétravail en nomade. Donc quand il s'est passé la crise et que du jour au lendemain on a confiné toute la population à la maison, il a fallu que ces gens se connectent à l'entreprise pour profiter de leurs outils applicatifs. Les accès Internet et les systèmes firewall de sécurité ne permettaient pas de tolérer l'absorption d'autant d'utilisateurs. Bon, des solutions de firewall hébergées dans le cloud permettent en temps réel, pratiquement, d'augmenter les accès distants de 10, 20, 100, 1000. Voilà. C'est la souplesse aussi du futur réseau IP. Mais pour qu'il soit opérationnel, efficace, il faut qu'il y ait des gens comme Fibre 31 et d'autres DSP, et SFR et Orange, pour pouvoir permettre aux entreprises, en tout lieu du territoire national, de pouvoir avoir le haut débit. Et juste pour compléter ce que dit Eric, c'est que vous vous rappelez au début de la crise, beaucoup s'inquiétaient si les opérateurs allaient avoir la capacité à supporter le trafic. Et en fait, à part le problème de la boucle locale, les backbone opérateurs n'ont pas bougé. Donc à supporter le débit. Mais comme explique Eric, la problématique vient de la boucle locale. Donc des solutions, il y a des solutions alternatives. Le FTTH, le DSL, c'est une technologie qu'il faut abandonner. Et de toute façon, on a 35% d'échecs pour déployer. Donc il faut trouver soit du FTTH ou soit via des réseaux mobiles, via la 4G, la 5G bientôt. Pour complémenter aussi, pour finir sur Link, je place un petit peu Link, notre backbone aujourd'hui transite 200 000 connexions. Et aujourd'hui n'est occupé qu'à 50%. Donc on va savoir gérer la charge. Parfait.
juste pour ajouter sur Benoît, oui. la pertinence en fait des RIP, c'est ce côté exhaustif en fait du déploiement qui permet voilà de répondre en fait à toutes les problématiques, celles qu'on a exposées et cette nouvelle donne en fait du travail partout, c'est-à-dire que les collaborateurs par rapport à leur site on va dire sédentaire aujourd'hui ont besoin de pouvoir se connecter. Donc les solutions mobiles existeront toujours. Pour autant, le fait d'avoir cette perspective maintenant qu'on peut considérer à court terme, en tout cas sur le territoire du 31, puisque l'échéance est à fin 2022 pour 100% de ce territoire, voilà, permet d'avoir non plus un espoir, mais voilà, une certitude sur le fait de pouvoir tous, quel que soit l'endroit, et on sait très bien qu'au Haut-de-Garonne, il y a des territoires très particuliers, notamment, je pense au sud du département et les Pyrénées-Garonnaises, où voilà, dans l'imaginaire télécom, on se dit c'est forcément des territoires difficiles à adresser. On va les adresser partout, aussi là-bas, et donc voilà, je pense que ça peut donner le sourire à tous les futurs utilisateurs. Merci pour ces témoignages. Si on revient à cet impact du Covid, vous l'avez dit avant, grosso modo, il y avait 10% d'accès nomade pour les entreprises. Peut-être que cette crise de Covid va changer la donne. Donc si on passe demain de 10% à 50%, si on doit accélérer la digitalisation des entreprises, est-ce que finalement vous êtes aujourd'hui en train de revoir un peu vos offres à la lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui ou non? Ou est-ce que vous voyez vraiment la demande des entreprises qui va coller plutôt à des offres en devenir? Moi, je crois que beaucoup d'entreprises quand même ont pris conscience que d'avoir des solutions on-premise chez eux ne leur permettait pas de pouvoir avoir la flexibilité de s'adapter à ce type de situation. Les offres opérateurs, je crois qu'elles sont prêtes. Les réseaux sont prêts. Il n'y a que la finalité du réseau à l'accès qui ne l'est pas. Après, avec les offres de services aujourd'hui applicatives qui existent sur le marché, les offres d'opérateurs de services permettent aujourd'hui de pouvoir servir au mieux les entreprises. Les coûts baissent, et ça c'est important aussi pour les entreprises. Le fait aussi de pouvoir avoir du haut débit dans des zones un peu plus rurales peut permettre aussi à des entreprises d'expatrier une partie de leurs utilisateurs dans des zones un peu plus distantes, puisqu'ils auront le haut débit. Donc je veux dire, la simple chose que je peux constater, c'est qu'il faut qu'on avance le plus rapidement possible sur ce réseau pour pouvoir mettre et optimiser au mieux des solutions aux entreprises pour aller de plus en plus vers des communications IP qui permettent des communications sécurisées sur l'ensemble des données voix, données, images. Merci, des compléments? Ce que demandent aussi les entreprises, c'est qu'en fait, ils considèrent l'accès à un moyen de communication, et de plus en plus les DSI ou même les PME, ils veulent se concentrer sur leurs applications métiers, parce que les applications métiers, c'est là où ils développent leur business. Donc ce qu'ils demandent de plus en plus, on a de plus en plus de clients qui nous demandent des solutions facilement administrables et manageables par l'opérateur. Ils veulent se décharger de toute cette problématique de sécurité, parce que la sécurité, c'est une contrainte pour une entreprise, et en plus, il faut être à la page tous les jours, donc ils préfèrent demander à un spécialiste. Donc ce qu'ils demandent, c'est des engagements de service sur d'avoir de la bande passante qui correspond à leurs besoins, et en gros avoir des engagements de bout en bout. Et eux se concentrent sur leur application, leur développement des applications, et où je dois les héberger. Donc les opérateurs deviennent en plus des opérateurs d'infrastructure, mais plutôt migrent vers des opérateurs de services. On va même beaucoup plus loin, c'est qu'un opérateur comme SFR, il nous demande d'aller jusqu'au réseau local de l'entreprise. Il s'occupe, le DSI, il est là juste pour manager ses contrats avec l'opérateur et développer ses applications pour son entreprise et son propre métier. Donc les entreprises se recentrent sur les applications et ils considèrent que le reste doit être managé et géré par les opérateurs. Et on a de plus en plus aussi de demandes, c'est-à-dire d'avoir des demandes d'utilisation à l'usage.
On prend le cas, vous prenez des entreprises que suivant les saisonnalités, ils veulent avoir du débit. On prend les caves, les coopératives agricoles, les saisons pleines, ils ont besoin de beaucoup de débit. Donc via des outils automatiques, ils puissent upgrader eux-mêmes la bande passante, mais qui a un impact très important. C'est de travailler avec nos partenaires de la DSP, qui puissent le faire automatiquement. Ils augmentent le débit pendant la saison haute, baisser le débit après. Donc avoir tout ce système-là, de dire qu'eux, ils sont juste utilisateurs d'un accès. Et eux, ils se ressentent sur l'application. Pour conforter le discours d'Éric, dans les offres de services à la mode, on parle de visibilité applicative. C'est de donner à la bande passante, certes du haut débit, mais aussi de pouvoir partager cette bande passante sur un réseau mutualisé, pour passer de la voix, pour passer de l'image, pour passer de la donnée, et puis donner de la dynamique à cette bande passante. Voilà, ça va permettre, et ça permet aujourd'hui au DSI de superviser leur réseau WAN. Et ça, c'est important pour eux parce que, en fonction justement de leurs besoins, comme le précisait Éric Cournette de SFR, ils vont pouvoir dimensionner leur réseau, s'adapter et donner de la flexibilité. Et ça, c'est vital pour les entreprises d'aujourd'hui et pour les opérateurs de services. Je vais compléter, nous on a une offre de service, c'est que ce que je vous expliquais, le DSI gère ses applications, c'est lui qui reroute ses applications automatiquement suivant le lien qui est disponible. Il a cette vision-là. Avant, les opérateurs, on était sur les couches basses. Là, maintenant, on est vraiment dans le métier de l'entreprise. En fait, le DSI peut dire, tel jour, je passe par l'accès Internet, je peux passer sur de la 4G, je peux passer sur FTTH. Il choisit. Il se met ses propres règles. Tout ce qu'il y a au-dessous des couches basses, ça ne l'intéresse plus. C'est l'applicatif. Pour juste rajouter par rapport à ce que disait Eric au début sur effectivement pour certaines activités, les fluctuations saisonnières et les besoins saisonniers, nous en tant qu'opérateur d'infrastructure, on a également une offre dimensionnée, et je pensais notamment, alors Eric citait le secteur agricole, mais moi je pensais au secteur du tourisme, et pour le coup, voilà, c'est né, voilà, on a ces problématiques saisonnières de la même façon, et il existe, chez FIP 31, une offre saisonnière adaptée justement à ces fluctuations de besoins, pour adapter le débit, pour permettre du coup à l'opérateur de service de pouvoir aussi bénéficier de ce service, mais ce service d'infrastructure. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? C'est peut-être le moment de les poser si vous en avez, que je pourrais répéter pour... Oui, je vous en prie. Durant le confinement, je vais parler pour FIP 31. Durant le confinement, justement, la demande a été importante, mais en même temps, du fait des contraintes du confinement, vous avez dû limiter, voire c'est le département qui a dit non plus de travaux pendant le confinement, qui a bloqué le déploiement de la fibre dans les zones où vous avez commencé à lancer les projets. Est-ce que maintenant, maintenant qu'on a le déconfinement, qu'on doit respecter Je répète la question hein, pour les auditeurs. La question est de savoir si la crise sanitaire a impacté vos déploiements. Est-ce que vous avez pris un retard? Est-ce que vous allez le rattraper, notamment sur le terrain entreprise hein? C'était ça. Alors, pour le coup, on ne va pas faire de cas particulier de l'entreprise parce que ce n'est pas du tout la logique du déploiement. On est bien sur une logique d'un territoire, peu importe les cibles, entre guillemets, que ce soit le grand public, les entreprises ou les bâtiments publics. En fait, le déploiement ne s'est jamais vraiment arrêté. Ça a été juste une histoire alors, qui a pour conséquence un décalage de quelques mois, mais tout à fait limité. Et on est toujours sur les jalons de volumétrie attendus. Voilà. S'il y a un retard, et on n'aime pas ce mot-là, c'est plutôt un décalage, il va être de quelques mois maxi. En fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, ça a été... Bon, déjà, toutes les études ne se sont pas arrêtées, puisque en fait, les bureaux d'études ont continué à travailler pour valider tout le schéma d'ingénierie optique, et que, en fait, l'adaptation face aux nouvelles conditions de travail sur le terrain liées aux conditions sanitaires, voilà, il y a eu juste quelques semaines qui n'ont pas été un arrêt total, mais qui a été quand même un fort ralentissement pour permettre aux sous-traitants qui sont sur le terrain
d'adapter leur façon de travailler aux nouvelles conditions. Donc il n'y a jamais eu d'arrêt complet de plusieurs semaines. Il y a juste eu un temps où on s'est dit, bon, comment on va faire? On a des nouvelles contraintes, on a effectivement pour le coup moins d'équipes, moins de volume de personnel qui sont sur le terrain. Bon, voilà. Au final, on est toujours sur des jalons identiques, on n'a pas réduit la voilure sur le nombre de prises attendues, et donc voilà, on est toujours sur une fin 2022 avec 100% du territoire. Et à nouveau, que dans l'esprit du public, voilà, il n'y a pas de différence entre une entreprise, c'est juste une histoire de territoire. Merci Benoît. Une autre question? Oui, monsieur. Au niveau des déploiements, c'est ça? Je peux peut-être répondre parce qu'au niveau national, nous, on a mené l'observatoire du très haut débit pour Infranum, où on a essayé de calibrer. Quand on a publié, aujourd'hui les choses évoluent plutôt du bon côté quand on voit les derniers chiffres de l'ARCEP au T3 de cette année. On avait calibré qu'entre 2020 et 2021, le déploiement en France prendrait à peu près un retard de 1,5 million de prises. Tout ça est à répartir dans le territoire. Mais ça va un peu mieux puisque les chiffres qui sont donnés aujourd'hui font que ça serait plutôt autour de 1 million, 1,2 million finalement. Donc on voit ce que disait Benoît, que les opérateurs et les intégrateurs se mettent en ordre de bataille pour aujourd'hui rattraper ce retard qui a été pris et arrivent quand même à fonctionner de manière optimale. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes, je dirais, sur ce terrain. Peut-être une question sur l'accès mobile. On a vu pendant le confinement, de par la brutalité des choses, que finalement utiliser son mobile en accès partagé 4G, c'était assez populaire aussi pour faire du télétravail. Le déploiement fibre sur tout le territoire ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a un certain temps, inévitable. Donc, est-ce que vous voyez ça comme un outil aujourd'hui en demande de vos clients entreprises avec la 4G? Est-ce que dans le débat actuel qui est foisonnant de l'utilité ou non de la 5G, vous attendez aussi la 5G sur ce terrain? Donc plutôt à vous, aux frères entreprises. Nous, simplement, Linked, on a développé et nous proposons une offre de service multi-opérateur, donc qui nous permet de laisser le choix à l'entreprise de tel ou tel opérateur ou de mixer les trois, enfin parfois pour couvrir certaines zones rurales ou certaines zones denses où tel opérateur est meilleur que l'autre. Ça nous permet d'avoir une offre assez haut de gamme sur la partie mobilité qui nous permet de pouvoir avoir des points d'accès 4G un peu partout si on l'a bien mentionné au départ. Voilà. Bon, chez SFR, la mobilité c'est un moyen de communication très utilisé. Oui, on a des offres de connectivité 4G sur tout le territoire national. Donc ça a été, ce qui est beaucoup utilisé, c'est utiliser son smartphone à un modem. Donc, et c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé parce que dû au problème de connectivité du foyer. Donc on propose tout type de solutions et aussi on utilise ce type de réseau-là sur la 4G pour amener des secours intégrés sur des liaisons type accès Internet. On met un lien filaire, on le secourt via la 4G. Donc ça amène de la haute disponibilité. Et après, c'est une solution de secours pour les accès. L'utiliser, c'est comme tout. Il faut pas quand même, c'est un réseau mutualisé. Donc pour répondre à une utilisation globale, ça marche très bien. Mais on fournit des solutions temporaires de 4G sur les VPN, sur les accès Internet, en secours, et après on l'utilise beaucoup en modem. Et la 5G, elle est plutôt dans, on va dire, dans le machine-to-machine de la ville connectée, de la voiture connectée. La 5G permet de connecter beaucoup d'objets sur une surface limitée. Donc c'est plutôt dans ce monde-là. Après, là, on a quand même des débits importants en 4G. On va à 200, 300 mégas
Bon, pour les besoins, on va dire classiques, pour les besoins, on va dire personnels et les besoins de l'entreprise, ça suffit largement. Donc Mais c'est un... une saturation aujourd'hui Ah non. sur la 4G à ce niveau. Il faut le voir, la 4G, c'est surtout, on prend la population qui l'utilise le plus, c'est les adolescents, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent Netflix, ils regardent beaucoup de vidéos, et vous n'avez jamais entendu pendant le confinement une saturation des réseaux 4G. Donc c'est un moyen qui est beaucoup utilisé. Et le gros avantage, ça permet aussi d'amener de la connectivité un peu partout sur le territoire dans le monde du télétravail, du nomadisme. Donc on n'a plus besoin, on peut avoir toujours une connexion à ces applications, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et la 4G amène cette solution-là. Monsieur, je crois que vous avez une autre question. Ouais. Justement, concernant la Alors, la question était, est-ce que pendant le confinement, on a vu un basculement de la 4G fixe, plutôt du côté professionnel, à comparer aux usages essentiellement vidéo, comme on le disait, des résidentiels sur la 4G fixe? À vous répondre sur ce sujet-là, je n'ai pas de statistiques, mais ce qu'on a vu, c'est que sur les réseaux mobiles et les réseaux fixes, on a vu la volumétrie de la donnée exploser. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en étant opérateur d'infrastructure, on a supporté la charge. Moi, je suis un premier exemple. J'ai une DSL chez moi qui ne marche pas. J'ai utilisé la 4G pendant tout le confinement et j'utilise la 4G en télétravail. Je fais de la téléphonie, je fais du collaboratif, j'accède à mes applications. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que la 4G, tout le monde, on parle de débit, mais en fait, il faut parler d'usage. Le débit n'a rien à voir. Vous pouvez avoir 200 mégas, mais dans l'usage, vous utilisez 10 mégas. Mais dans les usages, on n'a pas eu de problématiques capacitaires au niveau du trafic. On a absorbé tout ce trafic-là. Mais la donnée entreprise est beaucoup quand même véhiculée en 4G, parce que le premier outil qui connecte à l'entreprise, c'est le mobile, le smartphone. Et la problématique du smartphone, c'est qu'on accède à beaucoup de données entreprises, mais où les entreprises réfléchissent, c'est sécuriser ce smartphone. Parce qu'on prend le mail, mais le mail, il y a beaucoup de données personnelles d'entreprise qui circulent, donc il faut le sécuriser. Bon, moi, simplement pour compléter ce que disait Eric, la mobilité et la 4G apportent quand même une extension du réseau WAN de l'entreprise et permet de communiquer de manière sécurisée quand même. Puisque aujourd'hui, beaucoup de DSI ont des outils de management qui permettent de piloter leur flotte de mobile et de l'intégrer de manière unique sur leur réseau. Et donc, effectivement, le confinement a permis aussi, avec des applicatifs comme Teams ou d'autres, de pouvoir communiquer, faire des réunions en visio de manière assez sécurisée. Je vais même dire mieux, moi j'ai du haut débit à la maison, parce que j'habite dans la couronne de Toulouse, mais il m'est arrivé d'utiliser la 4G pour être sur le réseau entreprise et pas utiliser le réseau familial où vous avez les enfants qui jouent à la PlayStation ou à d'autres jeux, et donc d'être sur un réseau qui vous est dédié. Donc effectivement, il y a eu une augmentation de la 4G. Je pense que la mobilité, même après le confinement, est de plus en plus d'actualité, étant donné que de toute façon aujourd'hui on est dans un monde qui va vite. Donc il faut pouvoir répondre, rapidement aux entreprises, à nos clients, et donc il faut pouvoir être joignable partout. Et la 4G effectivement est un outil aujourd'hui qui est indispensable pour... Voilà, même au niveau de l'entreprise, au niveau des liaisons au débit, c'est de plus en plus utilisé en moyen de secours, comme le disait Eric, et parfois même en moyen d'accès pour les zones qui n'ont hélas que la DSL, pour des entreprises un petit peu plus petites. Voilà. Merci. Un point un peu général, mais qui est important, on le voit avec cette crise, il y a peut-être des investissements obligés des entreprises pour aller plus vite sur la digitalisation, pour un accès
un peu plus performants. Donc ça pose le problème des coûts pour une entreprise de s'équiper de cette manière, notamment pour les PME. On sait que le régulateur, l'ARCEP, a poussé pour ce thème ces derniers mois. Son président va bientôt d'ailleurs changer. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du contexte global, ou est-ce qu'il y a des verrous à faire sauter, et quelles sont les réactions de vos clients sur ce côté investissement, je dirais? Si on parle purement investissement dans une entreprise, on s'aperçoit de toute façon que l'entreprise, qu'elle soit ou pas à jour, a des investissements. Ou alors elle va s'acheter ses serveurs en propre, de téléphonie, informatique, de production, ce que vous voulez, mais dans tous les cas, tous les 3 ans, il va falloir qu'elle les mette à jour avec les intégrateurs. Donc si vous mettez les coûts bout en bout de ces solutions on-premise et des abonnements, de la maintenance et aussi des accès opérateurs, vous allez vous apercevoir très vite que se mettre à jour, avoir une solution performante, avoir une solution sécurisée peut parfois coûter beaucoup plus cher qu'une solution directement dans le cloud, où aujourd'hui les opérateurs savent gérer une offre globale de services. Donc je dirais que le coût de l'investissement, ce n'est pas de l'amortissement, parce que c'est une location mensuelle finalement. Donc il est à la limite plus favorable. Après, il faut effectivement pouvoir le permettre dans l'accès. Si aujourd'hui vous avez une entreprise qui a un accès très haut débit et que vous faites une vraie étude de coût, avec des CAPEX, avec des OPEX, vous allez vous apercevoir très vite qu'à 3 ans, un opérateur intégrateur est plus pertinent. Pourquoi? Parce que d'abord, vous n'avez pas 3 réseaux. Je vous rappelle aujourd'hui qu'une entreprise, elle a un réseau de téléphonie, elle a un réseau Internet, elle a des serveurs de téléphonie, elle a des serveurs de visioconférence, parfois des ponts pour 4 utilisateurs qui coûtent cher, qu'il faut mettre à jour. Donc elle a 3 chemins d'accès. Le numérique qui est encore présent, il faut quand même le dire, sur notre territoire, même s'il y a Horizon 2024 doit s'arrêter. L'accès Internet, l'accès VPN. Aujourd'hui, derrière un accès très très haut débit IP, vous avez des offres de services mutualisées. Vous allez pouvoir offrir de la voix, des services Internet et de l'accès WAN pour les connexions multisites. Tout ça derrière un seul lien opéré par un ou plusieurs opérateurs, parce qu'on parle de sécurité, mais ça peut être aussi le cas, il faut le dire. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui fonctionnent avec des offres multi-opérateurs. Et in fine, quand vous faites une étude claire et précise, vous apercevez que si vous voulez de la flexibilité, si vous voulez gérer vos coûts, si vous voulez, comme le disait Eric, superviser et visionner vos applicatifs et les manager, l'offre de service IP, je dirais globale, est bien plus pertinente qu'une offre hétérogène, hybride, que peuvent avoir encore aujourd'hui les entreprises d'aujourd'hui, qui ont été obligées de faire avec aussi, parce qu'elles n'avaient pas la possibilité parfois de pouvoir avoir ces services-là, de par les problématiques d'accès, tout simplement. Eric? Juste pour compléter ce que dit Eric, c'est que quand même, il y a quelque chose qui a changé dans le monde des télécoms, c'est que la bande passante n'est pas très chère chez les opérateurs. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et après, sur tout type de marché, bon, il y a la fibre dédiée, garantie symétrique, on a des débits à 100 mégas pas très chers. Et pour les PME, on a du FTTH, et les opérateurs comme SFR vont amener aussi des engagements de service sur la FTTH. C'est des débits garantis asymétriques, on va avoir des offres où on va garantir un minimum de débit. Donc on amène, et en gros, ça équivaut le prix à un lien 2 mégas SDSL, en sachant que vous allez avoir un débit garanti à 100 mégas et que vous allez jusqu'au 1 giga. Donc, lorsqu'on aura, tous les réseaux seront déployés, les entreprises, ce n'est pas la bande passante la problématique, parce que la bande passante, le coût a baissé. C'est bien optimiser la bande passante et bien utiliser la bande passante par rapport aux usages. Voilà. Je suis en phase avec ça, puisque en l'occurrence Fibre 31 et Altitude voilà, dans leur gamme, entre les offres FTTH et les offres fibre dédiées, répondent à tous ces besoins ou ces futurs besoins, et de pouvoir justement permettre aux opérateurs de services de bien caler leurs offres sur les nôtres. J'ajouterais sur la question de l'investissement, en fait, qui était vraiment la grande question pour l'accès, en fait, au très haut débit, qui était historiquement possible,
mais à des coûts absolument, voilà, qui permettaient de penser qu'on était vraiment dans une logique d'investissement. Le fait de déployer le réseau partout et pour tous va permettre de réduire le fameux accès au réseau à vraiment quelque chose qui n'est plus considéré comme de l'investissement, qui va être juste une charge qui va être passable dans l'exercice. Et ça, c'est quand même une révolution, puisque, en fait, évidemment que les entreprises très dimensionnées, que ça soit en termes de personnel, mais d'abord en usage sur un site, n'ont pas attendu le déploiement du réseau, mais ont dépensé des fortunes historiquement. Ce modèle-là, avec le déploiement sur les RIP de façon exhaustive, va disparaître. Voilà, donc il y a vraiment des économies à faire pour les entreprises, qui va leur permettre peut-être de réfléchir à, justement, upgrader le besoin en bande passante ou en qualité de bande passante au sens de cette fameuse, voilà, la particularité de la fibre dédiée qui apporte la garantie du débit et sa symétrie. Il ne faut pas oublier qu'effectivement l'ADSL dans son côté asynchrone posait des problèmes pour les professionnels qui sont de plus en plus dans la réception et l'envoi de façon quasi identique en termes de volume. L'accès au très haut débit par la fibre va permettre de résoudre tous ces problèmes. Et juste pour compliquer, excuse Eric. Non, je t'en prie. Pour les PME, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elles décentralisent de plus en plus leur application dans le cloud parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles prennent des applications. Et un opérateur comme SFR, sur le marché de la PME, c'est sécuriser leurs données. C'est-à-dire que si l'accès primaire tombe, il faut le sécuriser parce que les pertes d'activité sont trop importantes à supporter pour une PME. Donc un opérateur de service doit amener cette offre de service pour qu'ils aient une disponibilité, parce que maintenant, aucune entreprise ne travaille seule chez elle, elle est connectée à Internet. On prend ici, dans l'aéronautique, les partenaires accèdent via Internet à toutes leurs applications. Et donc, si on a un accès qui est coupé, il faudra amener une sécurisation pour ne pas avoir une perte de données et perte de l'entreprise même, on pourra aller. Ça coûte cher, les coupures pour les entreprises. Eric, pour conclure. Oui, simplement, moi je voulais dire que il me semble important, on a eu plusieurs vies depuis quelques années dans le monde de l'intégration et chez les opérateurs aussi, qui me permettent de garantir qu'aujourd'hui, quand vous avez un accès très très haut débit, vous avez une offre multiservice, sécurisée, à très haut débit, évolutive. C'est loin d'être le cas depuis ces quelques années et à moindre coût. Parce que si vous mettez les coûts les uns après les autres, je me répète, vous allez vous apercevoir que vous êtes bien plus cher qu'une offre très haut débit, très haut débit à haute vitesse et sécurisée. Donc ça, c'est important quand même de... Après, il faut prendre le temps, effectivement, lorsqu'on va partager avec des DSI, avec des entreprises, de pouvoir aujourd'hui aussi se confronter à leur historique, puisqu'ils ont encore en place des serveurs de téléphonie informatique. Il va falloir savoir migrer dans le cloud à leur vitesse aussi, parce que y a des serveurs qui sont plus difficilement migrables que d'autres. Je pense à des serveurs de production. Tu parlais du monde agricole, et il y a beaucoup de serveurs de production dans ces milieux-là qui sont difficilement hébergeables dans le cloud. Mais aujourd'hui, on arrive à des solutions qui peuvent être mixtes aussi par la multitude des accès. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les opérateurs de services, grâce aux opérateurs d'infrastructure, vont pouvoir avoir des solutions bien plus performantes que celles d'hier. Merci pour votre participation, messieurs. Merci pour ce débat et vos éclairages. C'est malheureusement le temps de conclure cette table ronde. Je voulais remercier l'audience et les participants dans la salle. Merci beaucoup.